les scientifiques ont trouvé que ce lac, on va dire, hop, le lac est comme ça, hop, il y a l'eau, et en dessous, il y a une chambre. Il y a une chambre dans ce lac qui fait partie de la ville, qui est plus loin, et vous êtes sous le lac, et vous êtes au sec, c'est malin, c'est les Atlantes qui ont fait ça, ça permet de soigner certaines choses bien particulières, parce que, on va dire, ici, par exemple, vous avez des cristaux dans le sol, une géode ou quelque chose de cristaux, avec l'eau, la chambre et les cristaux, ça crée une énergie très particulière, sachant qu'il y a du tellurisme en dessous qui arrive, donc ça fait que cet endroit est très spécifique. Donc, donc c'est la province de Kola, c'est Norvège, tout ça, c'est la péninsule de Kola, c'est un peu en arrondi comme ça par rapport au continent, et c'est ici en fait. Et là, il y avait, donc, bon, eux, ils pensent que c'était l'hyperborée. Enfin, il y a des gars qui ont fait des vidéos, là, bon, ça cafouille à mort là-dedans. Bon, les scientifiques qui ont eu accès, ils ont trouvé, alors c'est plutôt en basalte, pierre foncée, noire, c'est du solide. Hein. Donc, il y a toute une ville atlante qui était là. C'était une ville, hein. Alors c'était pas l'hyperborée, hein. Non, je suis désolé. C'était une ville normale comme celle de Bosnie, hein, avec ses pyramides, son peuple, ça allait très bien, hein. C'était très joli d'ailleurs à l'époque. Mon petit canal m'a dit ouais c'était super sympa l'ambiance, c'était très joli. Moi j'ai vu, parce que parfois j'ai le droit de voir un truc, hein. Moi j'ai vu qu'à un moment donné quand ça a été détruit, il y a une énorme onde de choc qui s'est répartie là-dedans. Je pense qu'il y a un bout de la lune de cristal qui est tombé pas trop loin, qui a dû un peu... ça a dû un petit peu balancer dur, quoi. Je pense que celle-là, elle s'est éteinte en même temps que la lune de cristal. Il y a un bout qui est tombé, ça a vraiment foutu le bordel, après ils sont partis, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, ville standard, Atlante, qui n'a pas été... bon, ils ont trouvé ça, les scientifiques ont trouvé qu'il y avait une cavité sous le lac. Hein. Ils ont trouvé qu'il y avait plein d'agencements, plein de trucs, mais ils y sont allés peu de temps, voilà quoi, ça reste à voir. Et bon, je pense que les Illuminati, s'ils ne sont pas encore passés, interdisent le fait qu'on y accède. Pour les scientifiques, parce qu'ils veulent d'abord passer, prélever tout ce qu'il y a à prélever, et hop, ensuite laisser les miettes aux autres. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pyramide, c'est bon. Alors, les pyramides, on a fini. C'est bien. Le sphinx, c'est fait. Turlututu. Ouais. Alors, on va faire les bricoles, je dirais. On va faire les bricoles, c'est-à-dire les trucs qui sont arrivés dans l'histoire. Tabi, pyramide, bimani, agartha, bon. Allez, on va faire les petites bricoles. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pour la fin. Alors, petite bricole. Abougora, Gaïa, Sphinx. On a une petite bricole là. C'est Julie Lecouvreur qui en parle dans un petit truc court. Elle parle d'une femme qui aurait été observée au Japon, donc l'île du Japon. Hein. Et cette femme, en fait, aurait été repérée une dizaine de fois dans l'histoire, à très peu d'intervalle. Et elle serait venue dans un engin arrondi. Il précise que l'engin était sphérique. Et à l'intérieur, c'était tapissé d'airain. C'est amusant, comme l'airain est un métal, on va dire, spirituel. Et surtout à de très grandes capacités métaphysiques. Donc cette femme aurait débarqué sur les côtes du Japon, aurait essayé de parler avec les gens, elle avait les cheveux rouges. Alors bon, nous on a regardé, c'était une Atlante. Une Atlante qui a tellement, de l'intérieur où elle était, elle a tellement eu pitié de ce qu'allait arriver sur Terre, qu'elle a cherché à aller, donc elle est sortie de la, enfin pas une Atlante, une Agarthienne, elle a tellement eu pitié qu'elle est sortie sans autorisation, je précise. Elle n'a rien demandé à personne, elle a dit oh, j'ai trop pitié des humains, donc elle est sortie, elle est arrivée au Japon, et elle a dit ah là là, et elle essayait de communiquer avec les gens et de leur dire qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait faire ça, patati patata. Donc elle a fait à peu près 10 petites pauses au Japon, elle a essayé de communiquer avec les gens, mais en fait elle était hautement télépathe, elle essayait de parler, mais elle parlait la langue des Agarthiens, donc elle n'était pas comprise.
Elle avait les cheveux rouges et encore, elle s'était déguisée entre guillemets pour être, comment dire, type plus humaine, donc parce qu'à l'origine elle n'a pas les cheveux rouges. Et donc elle a essayé vainement de communiquer un petit peu. Elle avait une boîte avec elle. La boîte c'était un appareillage pour voir les événements du futur. Donc elle était agrippée à sa boîte là. Voilà, c'est Julie Lecouvreur qui fait l'écho de ce petit détail de l'histoire. Ensuite, on va dire, ses supérieurs dans sa petite navette individuelle, ils ont dit: oh là là, tu rentres là, c'était pas prévu que tu fasses ça, donc rentre, tu t'occupes pas de ça. Bon, bah, en fait, cette personne a été émue et touchée par ce qui allait arriver à notre civilisation et à chercher à essayer d'améliorer les choses, parce que la fin et la période actuelle, par exemple, est tellement désastreuse sur le plan humain et sur le plan de la nature qu'elle a vraiment pris pitié et elle s'est dit: il faut que je fasse quelque chose. C'était une initiative personnelle. Bon voilà, c'était marrant, c'était un petit détail. Donc elle, on en a parlé. On va parler de... Voilà, oui, de toute façon, on va passer au côté énergétique, brut, de l'éther. Turlututu. Ouais, bah oui, hein, c'est bon. Je vais vite sur l'archéologie parce que de toute façon, je donne les dates, les choses. Nous, on ne s'étend pas non plus. Quand la ville de Bosnie, on n'a pas été voir le préfet de la ville, on n'a pas été toquer aux portes pour demander ce qu'ils en pensaient de la vie. Bon, bah, c'est l'Atlantide. Imaginez une civilisation qui dure depuis très longtemps, où tout va bien, en gros. Et en fait, avec une technologie époustouflante au regard de la nôtre. Donc voilà, quoi, c'est... Moi, c'est juste pour rétablir des dates, le vrai, le faux, faire avancer le schmilblick. Si certains regardent et ont envie on va dire, de comprendre, il vaut mieux s'adresser aux gens qui peuvent vérifier. Parce que c'est pas facile. Attention, nous, on y va, mais c'est parce qu'on est extrêmement habitué qu'on arrive à avoir le vrai du faux, et c'est parce qu'on est propre et qu'on a la possibilité, quand on arrive dans les lieux, de nettoyer le faux et le vrai, et d'avoir accès à l'information sans avoir accès aux interférences. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut pratiquer, mais vraiment pratiquer, quoi. Voilà, cola. Allez, dans les brèves humaines, Elon Musk et sa petite fusée Starship, Terre à la Lune, hop, hop, il a voulu y aller, et la petite fusée, elle a fait boum. Alors, question, pourquoi ça fait boum? Moi, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un problème. Donc, on a été regardé, pure curiosité. En fait, monsieur Elon Musk, il avait prévu d'embarquer des satellites que c'est pas autorisé par les Agarthiens, parce que ça fout le bordel, et qu'on a dit non. Donc, quand la fusée a décollé, les Agarthiens, ils ont... Poup, juste un petit peu explosé la fusée, quoi. Ils ont pof, un petit mécanisme, et pof, ça a cassé, quoi. Donc, bon, Elon Musk ne se vantera pas des satellites qu'il embarque pour l'armée ou pour des choses comme ça, puisque c'est des projets Illuminati, Elon Musk étant juste un pantin des Illuminati. Donc, il ne se vantera pas et vous n'aurez jamais l'explication réelle, mais moi j'ai senti qu'il y avait un nœud problématique sur cette fusée qui a explosé. C'est absolument pas un problème technique, c'est absolument pas ci, c'est absolument pas ça, c'est de leur faute. Ils ont pris les Agarthiens pour des cons. On va dire, quand ils ont eu le projet de faire ça en secret, tout seul dans leur bureau, en appelant ça l'opération compote de pommes, pour pas dire ce que c'était, ils ont cru que les Agarthiens les entendaient pas, quoi. Dans leur petit laboratoire, ils peuvent émettre des fréquences pour soi-disant les Agarthiens les entendent pas, les entendent quand même. Mais bon, Elon Musk, c'est les Illuminati, et en fait, il croit sérieusement qu'il peut, on va dire, la faire aux Agarthiens qui, avant qu'ils aient l'idée, ils sont déjà au courant. Donc, raté, fallait pas faire chier. S'il n'avait pas fait le con et qu'il n'avait pas mis un satellite de merde dans sa fusée, la fusée elle serait partie, elle aurait fait son petit travail, elle serait revenue. Il n'aurait pas perdu d'argent. La prochaine fois, il fera attention, on ne prendra pas les Agarthiens pour des cons. Donc voilà, ça c'était la petite blague du jour. Les crétins d'humains qui croient que... je fais une petite croix, ça y est, c'est fait. Qui croient qu'ils vont pouvoir la jouer à
une civilisation qui est autrement plus évoluée que... Ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont à peu près le même niveau technologique, par exemple les petits gris et les Agarthiens, sauf que les Agarthiens, ils sont passés par la pensée, la spiritualité, et les petits gris sont mais 10 fois plus vieux que les Agarthiens. Mais en fait, les petits gris, ça fait 10 fois qu'on pourrait leur dire d'arrêter de tourner en rond dans leur technologie, mais en fait, ils ne comprennent pas. Les Agarthiens, en proportion, ça ne fait pas des milliards d'années qui sont là, à l'intérieur de la Terre. Ça fait quelques centaines de milliers d'années qui sont à l'intérieur, mais ils progressent spirituellement. Donc, en termes de niveau, ils ont le droit, par exemple, d'utiliser l'éther. Les Agarthiens ont l'éther, ils l'utilisent. Quand il y a un tout petit truc de la taille, hop, comme ça, un drone qui doit faire 1 mètre, 2 mètres de diamètre, qui neutralise du matériel sur des fusées, sur des réacteurs nucléaires, des choses comme ça. Le truc, il est tout petit, simplement, ils bidouillent la matière, ils ont la technologie pour tout simplement faire certaines interventions. Leurs petits drones désamorcent de la matière nucléaire, font exploser des fusées, et c'est des moustiques. Et hop, après ils s'en vont dans l'Agartha, et hop, c'est tout. Je ne sais plus où là, je regardais, il y a un vaisseau, enfin il y a un grand cigare là, qui a été aperçu pas loin, là. Enfin pas loin, en Europe. Il y en a un qui a été aperçu, il n'y a pas là, cette semaine. Donc bon, ils sont là, ils regardent comment ça se passe, et au cas où les Illuminati passent la borne, c'est-à-dire que les Illuminati essayent quelque chose avec le nucléaire ou essayent quelque chose contre Gaïa, hop, ils arrivent, ils cassent, et hop, une fusée en moins. En levant le petit doigt, hein, c'est tout. Les humains et les Illuminati sont ridicules, on va dire. Il faudrait arriver à comprendre, vous n'êtes pas de taille, arrêtez de croire que parce que la mission s'appelle compote de pommes ou compote de fraises, vous allez pouvoir la faire aux Agarthiens. Ben non. Ils scrutent les pensées. Donc, et avant, je dirais, sans même faire exprès, ils sentent très bien dans le flux de l'éther, puisqu'ils sont dans l'éther et dans l'astral, ils sentent qu'il y a un problème. Ça crée une onde particulière. Les mecs de l'Agartha sont à l'intérieur, mais si ici vous allez créer un énorme problème, ça crée des ondes. Donc les mecs dans l'Agartha, hop, tout de suite, ils sont avertis avant que l'événement arrive, puisqu'il se propage dans le temps. Donc avant qu'il arrive, ils ont déjà les ondes du problème. Donc ils vont regarder dans les akashas, ils regardent, ils font ah, ouais, tiens, il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait ça, et un tel qui fait ça. Donc on arrête ça, on arrête ça, et on arrête ça. C'est tout. On va dire, quand on comprend comment ça marche, on évite de faire des conneries. Monsieur Musk. Enfin bon. L'humanité des débiles. Alors, en parlant... Alors, Julie Lecouvreur, je la félicite pour son travail de documentaliste. Elle creuse, hein. C'est quelqu'un qui creuse. Hein. Elle a creusé des tas de sujets, vous verrez, c'est assez intéressant. Elle creuse, elle creuse. Après, elle a un sujet qu'elle suit avec un petit gars de Paris, là on va dire, tout ce qui est au niveau du bâti français, et peut-être même dans le monde, hein, en fait, qui appartient aux francs-maçons. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils sont juste sur la piste des francs-maçons. Versailles, toutes les églises, tous les machins, tout l'ornemental et le sculptural qui a été mis en place et qui raconte les connaissances des francs-maçons et qui met en évidence les connaissances qu'ils ont de l'Atlantide, par exemple. Hein. Les francs-maçons savent très bien que l'Atlantide a existé. Donc ils savent très bien tout un tas de choses, et puis c'est tout. Mais le problème des francs-maçons, c'est que c'est des débiles aussi. On va dire, les francs-maçons, il y a très longtemps, avant que les Illuminati les absorbent, ils avaient un but positif. Maintenant, depuis que les Illuminati ont absorbé la franc-maçonnerie en 1700 et quelques, l'ordre franc-maçon est devenu un ordre de débiles, un ordre de personnes qui n'a plus aucun but positif et n'est là que pour chier sur l'humanité. Donc, bon, et ils ont produit, tout au long de leur carrière, ils ont produit des monuments. Les sculptures de Versailles, les fontaines de Versailles, tout ça, c'est du travail franc-maçon. Et il y a toujours eu un projet, c'est de mettre leurs connaissances devant le nez des gens. Parce que le principe même des Illuminati et des francs-maçons, c'est le pied de nez. C'est-à-dire, nous savons des choses, et en plus, on fait des trucs devant vos yeux et vous comprenez rien parce qu'on est vachement intelligent. Bon, les francs-maçons restent des humains.
ils sont pas intelligents plus que ça. Alors ils ont fait des tas de sculptures déterminant telle ou telle chose. Ils sont au courant pour l'ère du Verseau, l'ère du Poisson et ceci, cela. Donc, et ils savent que plus ou moins c'est la fin des temps, là, peut-être, en ce moment, demain, après-demain, dans 10 jours, dans 10 ans. Ils en savent beaucoup moins long que moi. Et en fait, donc, ils savent. Le gros, la masse. En gros, les francs-maçons, l'Atlantide et le passé, ils en connaissent 1%. Et ce 1%, bien sûr, c'est mieux que le commun des mortels, qui en connaît 0,000, parce que les francs-maçons ont tout tenu secret. Les francs-maçons passent leur temps à ça. À chaque fois qu'ils trouvent un truc, ils ferment. Le Sphinx, ils l'ont fermé, faut pas que vous sachiez. Khéops, si des fois il y avait quelque chose, ils ont tout enlevé pour pas que vous sachiez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la connaissance pour eux. Parce qu'en fait, ils estiment et ils prétendent être les maîtres de cette terre. Donc ils pensent que seuls eux doivent savoir et seuls eux ont le mérite et la gloire d'être des cons, surtout. Et du coup, bon, leurs connaissances sont parcellaires. Ils ne savent pas du tout à quoi c'est rattaché, à qui que quoi il reste. Et ils continuent leur trip. Parce que les francs-maçons et les Illuminati, ils sont dans un trip. Le trip, c'est nous qui dominons, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus beaux, et puis c'est tout. Alors ils ont fait des tas de monuments, des tas de trucs, donc vous verrez, Julie Lecouvreur et son pote, ils passent leur temps à essayer de décrypter la connerie franc-maçon, et après ils sont arrivés à une conclusion que par exemple, la cour carrée de Versailles serait le dépositaire. Alors vous avez Versailles, les bâtiments qui sont comme ça fait une cour carrée, et puis vous avez les jardins, vous avez tout le bordel, et là, ça, soi-disant, il y a des alignements qui font que la cour carrée est une cour carrée. Bon, et bien la cour carrée de Versailles, il y a nada. Je suis désolé, ma chère Julie. Bon, elle n'est pas très métaphysique, ça se sent très bien, elle est très cartésienne, très bonne documentaliste. Son pote, il est tout à fait imprégné, il y croit dur comme fer. Moi, je ne critique pas, on ne peut pas tout savoir. Donc, effectivement, ils ont de très grandes connaissances sur l'architecture, le ceci, le cela. Alors certains alignements, je vous le dis tout de suite, sont carrément par hasard. D'autres sont des alignements francs-maçons voulus, bien sûr. Mais par contre, à Versailles et en France, plus particulièrement, il n'y a pas, je suis désolé, à part dans peut-être les Alpes et les Pyrénées, il n'y a pas de structure atlante. Hein. Et là, dans la tour de Versailles, il y a effectivement un dépôt, hein, une ancienne cave assez profonde sous le sol, mais où il n'y a rien. Ça servait à mettre des piécettes d'or, et depuis, ça a été visité, revisité et revisité et revisité, et il n'y a que dalle. S'il y a 3 pièces de monnaie qui traînent dans le sable, c'est le bout du monde. Il n'y a aucun secret. Les francs-maçons, leur plus grand secret, ils les stockent dans des propriétés francs-maçons où ils ont les tablettes de la loi qu'ils ont piquées à un tel qui croit être les bonnes, c'est pas les bonnes. Ils ont un tel truc qui est super magique que c'est pas le bon. Ils ont tout un tas de trucs, des sculptures, des machins. Ils ont pillé les antiquités pendant des siècles. Ils ont trouvé quelques artefacts qu'ils ont cassé, qu'ils ont démonté, un liquide à boire pour être en bonne santé, qu'ils n'ont pas reproduit, qu'ils ont siphonné. Ils ont trouvé tout un tas de trucs comme ça. Mais jamais, en fait, ils ont vraiment quelque chose entre les mains. Parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de comprendre qu'il vaudrait mieux s'en servir pour avancer plutôt que d'en servir égoïstement. Donc, les francs-maçons ne sont pas on va dire, à la pointe de l'épée, ni quoi que ce soit. C'est des glands. Des glands, et en plus, c'est eux qui vous gouvernent. Hein. En France, là, tout ce qui arrive, c'est la franc-maçonnerie française qui a ses ordres des Illuminati. Hein. En France, tout ce qui se passe, c'est absolument pas une volonté qui n'appartient qu'aux francs-maçons français. C'est une volonté qui appartient un ensemble, ils font des grands projets et ils veulent que certaines choses arrivent de certaines manières. Ça n'a rien à voir. Notre petit président fait partie du clan des francs-maçons, mais n'en est qu'un acteur apparent. Comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme tout ça. Ce sont les apparences. C'est eux qui représentent le visage officiel du pouvoir ou de la technologie ou des entreprises ou de l'argent. Mais derrière se cachent des gens beaucoup plus puissants et beaucoup plus mal intentionnés surtout.
Donc voilà, Julie Couvreur, son petit truc là. Je suis désolé, il n'y a rien, mais vraiment rien au centre de Versailles. Ça n'est qu'un délire franc-maçonnique. Ah, les petites prophéties. Ah, mais celle-là, elle est pas mal. Si, il fallait en parler. Donc, Julie Lecouvreur, elle donne à un moment donné quelque chose qu'elle a trouvé, hein, pareil, dans la documentation, le travail très important qu'elle fait. Elle a trouvé une prophétie qui vient du Tibet, qui date de 1890, rapportée par des explorateurs qui ont discuté avec les lamas, patati patata. Dans cette prophétie, au Tibet, à l'Everest, tout en haut perché, les couillons, mes anciens comment dire, collaborateurs sur d'autres vies. Donc une prophétie qui dit que ça sera la fin du monde, que ça sera terrible, patati patata, et cette prophétie est soi-disant dévoilée par le maître de la Terre intérieure, hein, donc soi-disant le boss, le big boss de la Terre intérieure, celui qui est dans l'Agartha et qui est le sage, enfin qui effectivement, lui, quand il est dans l'Agartha, assis sur son petit coussin, hein, allez, on va le faire, hein, il est assis sur son petit coussin comme un bouddhiste, hop, hein, les bras croisés, les jambes croisées, et voilà. Donc lui c'est le maître du monde, mais en fait, pour l'avoir, parce que bon, nous on y va, hein, dans l'Agartha, pour avoir un peu regardé comment fonctionnait l'Agartha, comment la vie se passe là-bas, il ne s'occupe pas de la Terre, à part sur la mission officielle, c'est-à-dire surveillance de comment ça se passe. J'avais déjà dit, ils ont détruit par exemple un élément qui devait modifier la couche de la Terre, la couche extérieure terrestre, et c'était pas permis, parce que ça c'est, comme on peut dire, la vie naturelle de la Terre, et les Illuminati n'ont pas à intervenir dessus, c'est interdit, donc ça, ils ont détruit le pas de tir, hop, la fusée est tombée, et si les humains voulaient se servir d'une bombe nucléaire et se péter la gueule avec ça, ils interviendraient. Pourquoi? Parce que c'est plus l'heure. Les humains ont fait péter des bombes nucléaires à droite à gauche, là, c'était encore permis, on va dire, ça faisait partie du « ouais d'accord, c'est permis », mais là, on est à la fin. Donc, les ordres, c'est pas de nucléaire, c'est suffisant, la planète est polluée par le nucléaire, hein, toutes les centrales, les machins, tout ce qui fuit, tout ce qui merde, tout ce qui marche pas, les satellites qui polluent tout, la pollution environnante, donc les Agarthiens, ils ont des ordres. Hein. Il y a des équipes qui regardent et qui attendent en regardant leurs écrans, en attendant que les humains fassent une connerie, et ils interviennent avant, pendant ou après, en fonction de ce qu'ils doivent faire. Mais en fait, soi-disant, lui, le big boss, le maître de la Terre intérieure, hein, qui soi-disant habite à Shangri-La, dans l'Agartha, patati patata. Alors, elle fait pas mal, Julie Lecouvreur, elle donne pas mal de textes qui concernent tout ça, et dont cette prophétie où le petit gars, il arrive. Alors nous, on a regardé la scène, quand soi-disant cette entité se présente aux Tibétains en 1890 et fait sa prophétie. Alors, effectivement, il y a un petit groupe de Tibétains, il y a le Dalai Lama de cette époque-là, donc Shin Rezing, il y a quelques dignitaires, ils sont une vingtaine maximum. Lobsang n'était pas là, c'est trop tôt, et Mingar n'était pas là non plus, il était en vadrouille comme d'habitude, hein, connaissant Mingar. Bon, l'entité arrive, met sa brillance en route, hein, il se présente, il éclate plein de lumière et tout, et il fait sa prophétie qu'elle vous racontera, hein, donc comme quoi ça va être la fin du monde, que ça va être terrible, et puis qu'ensuite il y aura, alors tout le monde va mourir, ensuite il y aura de l'aide qui va être apportée, les gens vont se retaper, et puis 50 ans ou 70 ans plus tard, ils vont se retaper sur la gueule, et là, l'Agartha sortira pour dire « Oh là là, ça suffit, arrêtez de vous battre hein. ». Donc bon, et ça sera soi-disant la paix. Bon, très bien, très bien. En fait, c'était un DD. Ah, moi, ça m'amuse parce que, bon, faut savoir que les Tibétains étaient les spécialistes de la décorpo. Ils étaient tous, bon, ils étaient de très braves personnes, mais à cette époque-là, la source n'autorisait pas la connaissance de l'éther pur. Donc, en fait, quand l'entité Dédé, c'est un gros Dédé, qu'avait une intention. En fait, il se disait, ce Dédé-là, il se disait, si j'arrive à les impressionner suffisamment, je vais orienter le bouddhisme tibétain vers moi, soi-disant le maître de la terre intérieure.
Et du coup, je vais pouvoir les manipuler. Donc, je vais leur faire une prophétie qui claque, un truc qui ramone. Alors, dans la prophétie, il y a des trucs exacts. Hein. Effectivement, c'est un peu la fin, ça va être un peu la merde, ça va être un peu ci, ça va être un peu ça. Bon. Donc, il a profité de quelque chose que ce démurgien de grosse stature a vu dans les probabilités. Il a pris le matériel qu'il a pu, et il a fait une grosse prophétie, bien baveuse, bien correcte et tout. Et quand il est arrivé, il a présenté une apparence brillante, éblouissante de lumière, de beauté, et de ci et de ça. Alors comment un Dédé s'y prend? En fait, c'est très simple. Un Dédé, quand il arrive dans une pièce, alors mettons qu'il y a plein d'individus dans cette pièce. Ça vaut pour n'importe quel type d'énergie. Centre de la galaxie, et ceci, cela. Le Dédé, il se pointe, et en fait, il fait un effet miroir. Là, dans la pièce, avec les Tibétains, il y avait il y avait le Grand 13e, il y avait plein de grandes entités. Donc des gens qui ont de la lumière. Ça va. Ils savent pas tout, mais ce sont des grandes entités, ils ont de la lumière. Qu'est-ce que fait le Dédé? Lui, il arrive, et en fait, la lumière qui est émise par les autres, il la réfracte. En fait, il crée des tas de petits miroirs, entre guillemets, hein, dans les structures, éthériques. Il crée des petits miroirs qui renvoient la lumière. Et du coup, comme il réfracte la lumière de tout le monde, lui, à l'intérieur, il est sombre. Il est très obscur. Donc, il se couvre. Et Julie le couvreur, là, elle dit à un moment donné, sa peau était comme miroitante, patati patata, à l'apparence de diamant ou de choses comme ça, tu vois. Les Tibétains ou les gens qui ont pu constater des choses comme ça voient que l'individu brille, mais il ne brille pas de l'intérieur. Il brille de l'extérieur parce qu'il y a un effet miroir qui est créé, et c'est valable dans l'éther pour tous les Dédés qui ont des subterfuges, comme ça, les Dédés un peu haut de gamme. Le subterfuge, c'est la réfraction. S'il y a de la lumière devant eux, ils la réfractent, et comme ça, ils créent un effet d'éblouissement par jeu de miroir. C'est la technique qui a été employée là. Donc l'individu arrive, fait sa prophétie, tout le temps de la prophétie, bon, il n'a pas de mal à être avec les humains, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué quand tu vas au centre de la galaxie avec l'effet de miroir, il faut déjà être un peu costaud, parce que l'effet de miroir chez un démurgien, on va dire le miroir réfracte la lumière et entre guillemets est connecté au démurgien, et en même temps il fait panneau solaire entre guillemets et lui fournit de l'énergie qui est, on va dire, modulé de façon à ce que le démurgien puisse s'en nourrir, ce qui permet de faire miroir et en même temps de se nourrir de l'énergie. C'est un double effet. Il alimente sa propre personne pour rester parfaitement lui-même, un démurgien. Il se nourrit de la lumière qui est envoyée vers lui, et en même temps il la réfracte, et avec des petits jeux de miroir à droite à gauche, ça permet de créer de l'éblouissement et l'apparence de la lumière. Mais ça n'en est pas du tout. Donc le petit gars, son idée, c'était une bonne grosse prophétie pour récupérer les Tibétains, pour que leur religion bifurque vers le centre de la Gartha, et que lui, ce démurgien, se présente toujours comme le boss. En fait, c'est pas le cas. Les Tibétains, ils ont dit, ah bah très bien, ils ont pris un papier, ils ont noté la prophétie, ouais, tac, ils ont écrit, ils ont dit, bon, très bien, prophétie 1890, le gars du milieu, il a dit ça. Parce que les Tibétains, bon, quelque part, ils étaient un petit peu bien habitués à leur petite vie, bon, ils n'avaient pas l'intention de changer tout de suite, voilà quoi. Il n'a pas réussi le Dédé. Mais par contre, ils n'ont absolument pas vu qu'ils avaient affaire à un Dédé. Ils ont cru effectivement que c'était le mec de Shambhala et machin qui est venu et qui a fait son speech. Il faut savoir que le mec du centre de la Terre, il n'a pas de temps à perdre avec ça. Il a d'autres choses à faire, et de toute façon, il n'intervient pas, lui, directement, dans les affaires ordinaires des humains. Il surveille, il commande, mais entre guillemets, c'est la source qui fait les choses, et il le sait très bien. Tout comme nous, on le sait, la source fait les choses à travers la matière, à travers le plan, et lui, si on lui demande de faire un truc, il va se bouger, mais la source ne demandera jamais à une entité de ce genre d'aller distribuer des messages de bien ou de mal, peu importe. Il ne se déplacera jamais lui-même faire du prosélytisme ou faire quoi que ce soit de ce genre. Hein. C'est complètement débile. C'est une connerie sans nom. Donc bon, c'était un faux. Mais vous voyez quand même, les Tibétains, eux, ont été pris par l'illusion du phénomène des miroirs, parce qu'ils ne connaissaient pas le côté démurgien et le côté Dédé. Donc en fait, ils ont été éblouis
ils ont été éblouis visuellement et leur troisième œil a été ébloui et ils ont cru quand même qu'ils avaient affaire à machin truc, Bob, le super chef de l'intérieur, quoi. Mais c'est bien, ils n'ont quand même pas changé leur ligne de conduite. Ça leur a évité de prendre des vessies encore plus pour des lanternes. Ils ont maintenu le cap, on fait du bouddhisme tibétain. Et ils ont eu raison pour le coup. De toute façon, ils étaient déjà près des problèmes, donc je pense qu'ils n'avaient pas l'intention de changer la ligne de conduite parce qu'ils savaient très bien que ça allait être le merdier. Ils avaient des informations quand même. Même s'ils n'avaient pas tout, ils avaient des informations. Mes pauvres amis. Donc voilà, alors ça c'était Julie Courin, pyramide, fusée d'Elon Musk. Bon bah là on est bien. On va passer à la partie technique. Alors là, attention les yeux. Ça c'est fait. Et donc lui. Alors on va passer à la partie technique. On va boire un petit verre d'eau. Je comptais pas la faire en une fois. Mais bon, on va la faire en une seule fois. On mangera plus tard. Donc, là on passe à la partie, on va dire, un petit peu technologie de l'éther. On a vu, vous connaissez déjà toutes les... On va dire, vous connaissez déjà pas mal de choses sur l'éther. Là, ça s'adresse plus... parce que, alors, sur... Je vous fais ça. Alors, c'est pas la planète Terre, c'est un globule d'éther. Bon, bah, globule d'éther. Voilà. Il n'y a même pas de faute. Hein. Vous vous rendez compte? Pas mal. Donc, sur la plateforme de streaming Gaïa, machin truc, et sur YouTube, en clair, sans s'abonner à la plateforme, vous avez accès à des vidéos qui vous parlent de physique. Bon, alors, ça reste compliqué, hein, c'est clair. Et la personne qui parle de ça, c'est Nassim Araméen. Donc, bon, allez, on note. Hein. Nassim Araméen. Nassim Araméen. Alors, lui, c'est un aide